Bonjour tout le monde, ici GM, j'espère vraiment que vous passez une merveilleuse journée, que vous êtes tous en santé et bien dans votre peau. Je vous fais ici un petit message concernant la vidéo que vous vous apprêtez à visionner. La vidéo, comme avant, est un extrait de nos discussions avec Dean Radin. Et dans ce clip en particulier, on se concentre sur le bon état d'esprit pour un mystique et un état d'esprit adapté au travail mystique afin de suivre ce chemin. Et donc on discute de plusieurs exercices que tout le monde ici, que chacun d'entre vous peuvent écouter et reproduire. Mais en particulier, il y a un exercice que je décris à Dean qui s'appelle le miroir noir. L'exercice du miroir noir, vous allez comprendre, vous allez voir et comprendre assez vite, qui peut être très puissant, mais aussi très dangereux entre de mauvaises mains. Donc, juste pour les gens qui voudraient utiliser cette information avec de mauvaises intentions, vous devez savoir que j'ai laissé certains éléments en dehors de cette vidéo. Et sans ces éléments, aucun miroir noir ne pourra fonctionner pour vous. Cela étant dit, et puis, au fait, mon explication du miroir noir, mon exercice du miroir noir, est une explication théorique, une version théorique. Et donc j'ai mis ça on en a parlé dans un scénario qui est volontairement très simple à la compréhension. Ok, sur ce, j'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez vraiment apprécier cette discussion, tout comme Dean et moi-même l'avons appréciée. Et c'est la fin de cette introduction. Deux questions que je voulais aborder avec toi. Tu as fait ce test avec les 3 ballons. Donc, 2 ballons étaient transparents et le ballon au fond était noir. Un test de pression. Oui, c'était une suggestion d'un de mes étudiants. La question était, puis-je influencer un ballon à l'intérieur d'autres ballons sans influencer ces autres ballons? Et la réponse est oui. Celui au centre a fini par exploser. Alors on a regardé ça avec mes collègues. La seule solution qu'ils ont pu trouver, si c'était une astuce, eh bien ça aurait été avec un laser infrarouge. Mais j'aurais rétorqué que ça ne correspondait pas à ce qu'on avait sous les yeux. On a bien vu que le ballon au centre s'est déformé juste avant de se péter. Et un laser ne déformera jamais un ballon. Et donc personne ne comprend ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à ce moment-là? Et comment pouvez-vous le décrire? Quelqu'un m'a demandé si c'était possible de faire ça. Alors, je vais d'abord répondre à la dernière question d'abord. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, allons-y. Voyons voir. Je ne sais pas. Voyons voir. Et c'est pour ça que je pense que ça a marché. Parce que sur le coup, je n'avais aucun doute. Attendez, vous venez juste de dire que vous ne savez pas. Donc, comme vous ne saviez pas, vous allez essayer de faire l'expérience. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de ne pas avoir de doute. Vous ne saviez pas. Oui, j'étais neutre, et absolument neutre. J'avais aucun doute que ça allait marcher. J'avais aucun doute que ça n'allait pas marcher. Donc rien ne s'est mis entre vous et l'expérience. Absolument. Et absolument neutre. Et c'est comme ça que ça doit être. Connaissance est là, mais surtout ne pas transformer cette connaissance en de la pensée. Et c'est là qu'on amène la notion de foi. La connaissance est là, mais pas le savoir sous forme de pensée réflexive. Vous savez l'histoire de comment on sait si on aime réellement notre compagne. C'est vraiment très important. Alors, qu'ai-je fait pendant cette expérience ? Alors, laisse-moi explorer. Alors, dis-moi si j'ai déjà mentionné cela auparavant, mais il a dû se passer un moment où vous étiez un enfant. Et j'ose
Et j'ose croire que tu as été enfant par le passé, Dean. Je suis encore un enfant. Ah, excellent. Il a dû se passer à un moment, et ça d'ailleurs ça s'est passé et d'ailleurs je l'ai vécu comme des personnes à qui j'ai pu en parler, qui l'ont vécu aussi. Ce moment où vous êtes dans la forêt ou alors dans un jardin et que vous prenez des pierres, et que vous vous mettez à jeter ces pierres sur, mettons, un arbre. Premier lancer, vous touchez l'arbre immédiatement, bam, en plein centre. C'était exactement là où vous vouliez viser et la première chose qui vient à l'esprit c'est waouh, je pensais pas être aussi précis. Donc vous essayez encore et cette fois-ci ça loupe. Et j'ai remarqué étant jeune que si je regarde ailleurs, en attendant que les pensées disparaissent, donc j'attends qu'il n'y ait plus aucune pensée dans la tête et à ce moment-là j'essayais de reproduire en fait ce que j'avais fait. Et en fait j'essayais de reproduire ce lancer, ce premier lancer qui était si parfait. Et à ce moment-là, j'ai eu la pensée du joueur de baseball en Amérique qui ne regarde pas la cible, regarde en arrière avant de lancer la balle. Et à chaque fois, ça ne manque pas, la balle arrive dans le gant. Donc c'est ce que je voulais faire. J'attends qu'il n'y ait plus rien dans mon esprit, et à ce moment-là, je retourne et je lance le caillou. Et si vous jetez la pierre au moment où votre vision arrive jusqu'à l'arbre et que vous lancez le caillou, ça touchera l'arbre à tous les coups. Plus tard dans ma vie, j'ai commencé l'apprentissage de la voie zen. Et en lisant sur la voie zen, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait était un véritable exercice. C'est exactement ce que font les bouddhistes zen. Alors ils se mettent avec un arc et pointent le ciel avec une flèche armée. Et alors ils attendent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pensée de l'arc, de soi, de la tension de la flèche, plus rien. Plus aucune pensée qui vient diviser les choses. Et au moment où tout est un, dans ce moment d'unité, on bande l'arc, on tire. Surtout on ne vise pas, parce que si on vise, l'ego revient, et à chaque fois, c'est pile au centre de la cible. Et l'entraînement va jusqu'au point où on peut le faire sur un cheval en mouvement, bien sûr. C'est exactement dans cette optique que j'ai approché le ballon pour cette... Donc ça fait un peu longtemps, je m'en rappelle plus exactement. Donc à ce moment-là, on a parlé de l'expérience, et puis je me suis posé, je me suis calmé, je ne suis pas concentré, j'ai juste tout laissé tomber. J'ai juste lâché prise sur absolument tout. Et au moment où plus rien dans l'esprit, je me mets à essayer de ressentir le ballon. Le ballon noir, les deux autres n'existaient plus, juste le ballon noir, j'étais concentré sur le ballon noir. C'est en fait tout ce que j'ai fait. Et à partir de là, le ballon a pété. Et l'intention n'était pas de péter le ballon. À la base, je voulais faire ça, je voulais le toucher. Et on en revient à cette histoire de bouger le doigt. Et c'était juste ça. Hein. Donc, vous et le ballon étiez un. Oui, et on l'est encore. Vous l'êtes? Oui, enfin, oui, du coup, vu qu'on est tous un au fond. Mais des fois, on est un peu plus un avec certaines choses que d'autres. Absolument, oui. Je pense à ces fois où on faisait cette expérience de télépathie au laboratoire. Au labo, pour pouvoir prouver que cette expérience a marché, a fonctionné, il faut que ce soit 7 personnes avec 7 personnes. Et ça ne peut pas être 7 personnes avec le reste de l'univers. Puisque si c'était 7 personnes et le reste de l'univers, il n'y aurait aucun moyen d'évaluer les résultats de l'expérience. Il doit y avoir cette compétence finalement de se concentrer sur certaines choses, comme on pourrait le faire dans la vie de tous les jours. Donc même dans cet état étendu de conscience où on ne fait qu'un, on se concentre quand même sur un certain champ dans lequel on va prendre conscience des choses, dans lequel on va prendre conscience de ce qui s'y passe. Donc tu étais avec le ballon, certainement plus un encore qu'avec le reste de l'univers. Donc ça ne fait aucun sens, mais je pense que tu comprends. Oui, je vois. Alors pour moi, c'est juste... vous voyez, j'ai pas tout ça. Pour moi, c'est juste être un. Ne faire qu'un. Et à partir du moment où on en parle, ça se casse, ça se divise. Et je pense que quelqu'un devrait... inventer une machine, peut-être même toi, Dean, une machine qui puisse observer les mouvements de la conscience. Pas forcément jusqu'à les calculer, mais au moins les observer et voir ce qui s'y passe. Et puis, évidemment, il faudrait pouvoir transformer la conscience en une sorte de visuel, et au moment où l'ego est lâché, où on lâche prise, eh bien le visuel immédiatement emplit tout l'espace. Il s'étend exactement comme l'espace s'étend. On peut presque dire que c'est le Big Bang qui arrive. Quand cette manifestation se produit, c'est le Big Bang qui arrive. L'espace s'est étendu
Et cette extension a dû se passer plus rapidement que la lumière. Et sinon, la lumière aurait suivi l'expansion de l'espace. Mais il n'y a eu aucune lumière jusqu'à maintenant. Donc c'est bien la chose la plus rapide qu'il y a eu. Et donc cette expansion de l'espace est le moment où il est devenu conscient de lui-même. Donc quand la conscience s'étend automatiquement, en ayant lâché l'ego, mais en restant toujours conscient, alors la conscience s'étend parce que c'est l'ego qui emprisonne et qui fait qu'on n'est pas un avec le reste. Donc il y a toutes ces choses. Alors j'y ai beaucoup pensé à tout ça. Et j'ai pensé au fait que tu pourrais me demander des exercices sur ça aussi avant d'arriver. Je me suis demandé, afin de préparer les questions, quels sont les ingrédients de l'illumination ou de l'éveil. Vas-y. Eh merde. Alors je vais laisser ces questions d'exercice bouillonner au fond de ta pensée et je vais enchérir avec une autre... c'est à propos de cette notion, le fait de devenir qu'un avec un objet. L'objet de notre attention. Tu ne peux pas avoir cette notion. Tu peux pas avoir cette notion. Tu dois le savoir immédiatement. Pour moi, c'est lorsque le temps arrive dans l'équation, que vous croyez au temps ou pas. Si jamais vous étiez un garagiste, il y a un moment où vous ressentiriez, vous sauriez que vous commencez à devenir bon là-dedans. Et à certains moments, vous ne réalisez pas que vous seriez peut-être un aussi bon garagiste. Et plus vous y passez du temps, plus il y a de choses que vous pouvez laisser de côté, vous pouvez lâcher de votre savoir. Parce que maintenant, vous savez le faire. Donc sans aucune pensée, vous pouvez juste faire votre travail. Vous pouvez parler à un ami tout en exécutant la tâche. Et plus vous devenez bon là-dedans, plus vous devenez confiant, avec de moins en moins de doutes. Et dans l'exemple précédent, mettons, vous venez d'acheter une Volvo, vous pouvez la ramener à votre garagiste, mais c'est un garagiste Ford. Mais ce garagiste Ford n'a jamais touché de Volvo auparavant. Donc le garagiste Ford vous dit hey, j'ai jamais touché aucune Volvo auparavant, mais ça fait 50 ans que je suis garagiste, donc je devrais bien pouvoir changer cette courroie. Cette confiance-là, il n'a jamais vu ce moteur. Mais il sait, il n'a aucun doute que si c'est un moteur à combustion, alors il saura le réparer. Aucun doute, ça est là. Et en tant que mystique, vous n'avez pas à vous dire d'être un avec les choses. Vous n'avez pas de pensée du style « Ah, je suis pas assez un avec telle chose ou avec telle chose. » Ou voilà, je suis en train d'utiliser mon ego. Rien de tout ça, il n'y a rien de tout ça. Et pour moi, il est plus question de manière permanente, et même là, en parlant à Dean, eh bien, je ressens l'intention de parler, je vois l'intention qui est en train d'être construite sous forme d'impulsion nerveuse, sous forme d'image aussi. Et il y a une autre section du cerveau qui transforme ces images en mots. Donc c'est les mots que l'on avons, et c'est les mots qu'on a tous les deux acceptés mutuellement comme ayant une définition particulière. Le manuel serait le dictionnaire. Et alors je vois ces mots sortir et puis j'observe tout ça tout le temps. Et alors je suis constamment conscient que lorsque je pense, eh bien je choisis les pensées. Et j'observe le fait de ne pas laisser des pensées venir perturber le discours. Alors je ne suis pas toujours dans cet état, c'est sûr. Ça m'arrive de glisser hors de cet état. Mais en étant constamment en train de m'observer, j'arrête probablement 95% des illusions provenant de l'ego. Of the delusions that come in with the ego when you start engaging life from the ego. Et toutes ces tentatives de l'ego de prendre le pas sur la vie. C'est l'interférence du style oh, je dois me mettre dans tel état pour réussir à faire ça. Il faut que je me rappelle et que je me convainque de bien être un avec toute chose, c'est important. Tout ça, ça doit virer. D'accord, mais c'est dit selon le point de vue de quelqu'un qui l'a pratiqué pendant des dizaines d'années, pendant de nombreuses dizaines d'années. Mais pour quelqu'un qui commence, il est très dur d'arriver à là. C'est comme quand tu décris le fait d'intuitionner, de ressentir, ou juste savoir, ou juste connaître quoi faire. Et ça, j'interpréterais comme au moins une partie de ça, comme étant une forme de savoir perdu. À l'époque, je jouais du violon, 4 à 5 heures par jour. Parce qu'à ce moment-là, c'était mes études que de devenir un violoniste. Et après un certain nombre d'années, je n'avais plus aucune pensée de comment faire pour jouer des pièces pourtant très complexes. À partir du moment où j'avais la partition devant moi,
J'avais à peine à la regarder pour que ça se joue tout seul, au point que je pouvais même jouer une partition tout en lisant un livre à côté. Et parfois mon niveau de jeu était encore meilleur lorsque je n'observais que très peu la partition. Mon corps savait quoi faire, et ça prend énormément d'entraînement pour incorporer ça dans notre être. Ouais, devenir un avec. Ouais, c'est ça, de devenir un avec l'instrument. Mais donc, du coup, on peut pas en être à ce point-là du jour au lendemain. Tu prends un gosse de 5 ans et tu dis, allez, sois un avec un instrument. Ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que dans la forme d'un livre et de mes livres, même si je sais qu'un de mes lecteurs est forcément aguerri dans tout ça, je dois quand même assumer et répéter tout depuis le début, répéter tout parce qu'au fond, on sait jamais qui va lire ce livre. Ça peut être une personne qui n'y connaît rien. Donc on démarre du premier principe, c'est maintenant, assis-toi et tais-toi. Okay, well, that's a good start. So now, Mais dans les faits, ça prend des années pour en arriver là. Parce que comme tu sais, dans la méditation, c'est la petite voix de singe dans la tête qui ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est beaucoup de temps et d'efforts pour que ça disparaisse. time and effort to make that go away. Yeah, yeah. Donc le fait de dire que le mystique ne fait qu'un avec tout. The mystic Ouais, becomes one. d'accord, ok, on peut certainement Well, comprendre ça intellectuellement, mais le comprendre dans notre être, histoire, c'est bien une autre histoire. Il y a beaucoup de pas pour en arriver là, ou peut-être pas beaucoup. Peut-être que c'est juste un seul petit pas à faire, mais c'est quand même un petit pas à faire tous les jours et de manière très rigoureuse. Très très peu de pas, mais But c'est comme le Cohen. Tous les Cohen ont absolument la même réponse. Donc on a 1700 Cohen et ils ont tous la même réponse. Yeah. Et alors c'est quoi la réponse? answer. 42? Non, je viens juste de vous donner la réponse. Non, tu penses, tu es en train de te perdre. Là, tu te serais pris un coup de bâton si tu étais au Tibet. Non, mais la réponse, c'est soit oui, soit 42. La réponse est le silence. Quel est le son d'une seule main qui applaudit? Est-ce que tu observes là toutes les réponses qui sont dans la tête en train de venir là tout. Non, juste quel est le son d'une seule main qui applaudit? Alors juste écoute. Donc c'est l'absence de son. Oui, mais dans ce moment, mais à ce moment, si vous le faites juste bien comme il faut, et les Cohen sont une médecine. Si ce n'est pas timé correctement, eh bien ça marchera pas bien, ça ne sera pas très efficace. Le timing, c'est au moment où tu es sur le point d'avoir quelqu'un en état d'hypnose, un point juste avant la transe hypnotique, où la personne attend quelque chose, et donc elles ne veulent pas produire une réponse qui viendrait de l'intérieur, parce qu'elles attendent juste que la phrase du maître arrive. Quand tu arrives à ce point, tu demandes au Cohen. Et donc si ils en arrivent à un silence de mort juste après, et alors l'ego s'apprête à revenir petit à petit pour commencer à penser. Alors si on a bien exécuté la chose, et dans leur tête, eh ben, ils vont faire comme ça. Et ils seront abasourdis en fait, parce que pour la première fois, ils ont vu l'ego créer une pensée juste en face de leur conscience. Comme si c'était une autre entité. C'est tout. C'est ça l'illumination. C'est ce moment où tu comprends que plus jamais tu ne tomberas sous l'emprise de cette chose. C'est ce qui se passe quand on utilise les Cohen. Et ça arrive à chaque fois. Et c'est de ça dont parlent les Blue Cliff Records, les recueils de la falaise bleue. Les recueils de la falaise bleue. Oui, vous avez parlé de ça. Alors je me demande si on pourrait faire un livre d'instructions magiques qui est composé uniquement de Cohen. Oui, oui, parce que ce que vous venez de dire finalement, c'est que l'enseignant doit être capable de vous montrer quand vous êtes au bord du précipice. Oui, ouais, c'est ça l'habilité du maître. On peut pas faire ça avec un livre parce qu'on n'a aucune idée de ce que vit la personne. Et je me demande s'il y a moyen de guider un lecteur et que cette histoire ait amené le lecteur à préparer le lecteur
à arriver à ce point de charnière dans l'inconscience. Vous devriez étudier les trans et l'hypnose. Study the both. Et ça vous montrera, ça vous apprendra à discerner lorsque quelqu'un est sur le point d'entrer dans une transe ou est déjà dans une transe. Et je parle pas là de l'hypnose clinique où vous asseyez et vous avez quelqu'un qui vous dit où la personne va commencer à relâcher ses doigts de pied, puis ses pieds, puis ses jambes, puis cette désensibilisation ascendante dans le corps humain. Je parle d'induire une transe dans l'instant, être capable de bien voir si la personne est bien dans la transe. Et avec les femmes c'est différent. Elles ont une tendance à cligner des yeux beaucoup plus. Mais toutes les questions peuvent passer après. Si je vous demande quelle est la couleur de votre garde-robe dans votre chambre, et pendant un moment, du coup, pendant une demi-seconde, vous aviez à quitter cet instant avec moi, ma présence, pour commencer à aller chercher dans les mémoires profondes de votre esprit. Et pour en arriver avec une réponse du genre « Oh, c'est vert !» Et vous allez décrire la garde-robe. Mais pendant ce moment, eh bien, vous êtes dans un état de transe. Et c'est à ce moment-là que vous allez... Ouais, je vais vous donner un exemple, une très bonne pratique. Alors, il y a des milliers d'années, eh bien, imaginons que nous sommes en train de marcher sur la route de la soie, chacun dans un sens opposé. Eh bien, premier réflexe, c'était de faire ça. On montre qu'on va pas se voler et qu'on n'a rien dans les mains, rien de dangereux. Et vous feriez la même chose à moi, espérons. Et au bout d'un certain temps, ça commençait à devenir une poignée de main. Et encore aujourd'hui, eh bien, c'est complètement incrusté en vous le fait que si vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous tend la main en lui disant bonjour, mon nom est Dean, 9 étrangers sur 10 vont juste prendre la main et puis serrer la main. Donc si quelqu'un arrive, et mettons je lui dis bonjour, mon nom est Dean, quand la personne approche sa main pour vous serrer la main, ils ont pas à penser, pourtant l'action est là. C'est une action qui s'effectue automatiquement. Et ils attendent un certain résultat de cette action. Ils attendent que les deux mains se rentrent en contact, et puis qu'il y ait un serrage, et puis les mains qui se secouent, et un sourire de votre part. Après, il y a ce petit sentiment agréable de « Oh, j'ai établi le contact avec un autre être vivant ». Donc, vous arrivez, vous dites « Oh, bonjour, mon nom est Dean ». Et au moment où la personne approche sa main pour vous serrer la main, vous n'arrêtez pas votre main, vous allez plus loin. Ce sera pas le haut de la main, la poignée, et au lieu de serrer la main, on va retourner la main et lui dire simplement « Bien, ferme tes yeux et observe la paume de ta main ». Là, vous venez juste de lui donner en plus un commandement. Alors, vous lui mettez sa propre main à son visage, et maintenant, son cerveau lui dit « Que faire, qu'est-ce que je dois faire ?» Et à ce moment-là, dans leur tête, ils sont foutus. C'est là qu'un petit dort va induire une réponse du style « Ok ». Et la personne est partie. Elle dort. On appelle ça une snap induction. C'est exactement la même chose qu'une personne qui fait ses lacets. On a fait ça tous pendant tellement d'années de notre vie. On fait ça depuis qu'on a 5 ans et peut-être même plus tôt si on était précoce. Donc là, imaginez qu'il y a quelqu'un, 40 ans, qui est en train de faire ses lacets, à prendre avec votre main, à faire une petite pression sur leurs mains de manière à ce qu'ils aient du mal, voire à ne plus réussir à faire leur lacet. Ensuite, elle va vous regarder. Et ce qu'on voit à ce moment, c'est qu'elle n'est pas vraiment présente. C'est à ce moment-là qu'on lui dit simplement « Endors-toi ». Et alors, ok, la personne s'endort. Et là, il faut bien maintenir sa tête parce qu'elle risque de se casser le nez par terre. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Et donc, comment vous appelez ça ? Snap induction. Intéressant. Et à propos aussi du fait de casser des attentes. Et il y a une induction qui s'appelle la zap induction. Je l'avais apprise d'un Chinois, mais probablement dans un goulag maintenant. Celle-là, c'est ma préférée. Vous pouvez faire ça avec n'importe qui, même dans la rue, même dans un supermarché. Et vous demandez à la personne, avez-vous déjà été hypnotisé ? Si la personne répond oui, bah c'est bien. Et si elle dit non, c'est bien aussi, parce qu'elle est intéressée sur le coup. Et si elle dit oui, ben elle a une preuve sociale, elle a une preuve d'elle-même comme quoi elle sait que ça peut fonctionner. Donc vous lui demandez si elle est ok pour faire une petite expérience avec vous. Elle va dire oui, bien sûr. Vous demandez son bras, vous prenez son bras, et vous lui dites qu'après 3 secondes, vous allez tirer son bras d'un coup. Et à ce moment-là, elle tombera en hypnose. Et je vous aiderai à vous coucher sur le sol. Et je ferai en sorte que tout se passe en sécurité. Elle vous répond, si la personne vous répond ouais, ça a l'air cool. Alors on compte jusqu'à 3. 1, Bang.
Vous interrompez le processus. Et la personne tombe et s'allonge subitement, donc vous devez l'accompagner. Et surtout lui dire de ne pas s'inquiéter, qu'elle est en sécurité et qu'elle est entrée dans l'état d'hypnose. Donc c'est une autre manière de s'y prendre. C'est un exercice. C'est un exercice que j'ai fait, un exercice que j'ai beaucoup pratiqué dans les monastères. On se faisait beaucoup ça entre nous. Donc il se passe plusieurs choses une fois qu'on a vécu ça. Déjà, notre confiance en nous, elle part à la poubelle quand on se rend compte à quel point on a un contrôle sur l'esprit des gens. La question qui suit, c'est pourquoi est-ce que je peux pas me le faire à moi-même? Ou puis-je? Et bien sûr, on peut. On obtient la preuve que ça marche à chaque fois. On réalise aussi que si on n'a pas la confiance en nous de pratiquer ça, eh bien ça marche plus. Vous réalisez que vous comprenez de mieux en mieux quand une personne n'est plus là, quand la personne rentre dans une transe. Vous pouvez discerner, d'ailleurs j'utilisais ça pour discerner si une personne était un schizophrène, mais essayer de me le cacher. Et donc on apprend à discerner les différents états de conscience. Et aussi, on peut utiliser l'arbre séphirotique kabbalistique avec les 10 séphirotes en tant que 10 états différents de l'esprit humain. Et donc, n'importe quel être humain peut aller d'un état à un autre à n'importe quel moment de chaque jour. Et c'est ce qu'elles font. On commence à appliquer ça aux observations qu'on a déjà faites. Et donc, la prochaine étape est un exercice qui s'appelle le miroir noir. Et le miroir noir, c'est un exercice que j'apprends encore aux gens. Le miroir noir, c'est vraiment prendre sous contrôle la volonté de quelqu'un, et à distance. Et hypnotiser la personne à distance, sans même qu'elle remarque qu'elle est en train d'être hypnotisée. C'est très puissant, et c'est très simple, très étrange. Vous voulez une élaboration? Vous voulez l'explication? Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai même un miroir noir chez moi, et ça fait partie de l'accoutrement dans l'art de faire des prédictions du futur. Oui, d'ailleurs, Nostradamus avait cette pratique d'utiliser de l'encre noire, et pas qu'un peu. Ouais. Le miroir noir, ok. C'est dans le même ordre d'enseignement que ce qui s'échange au-delà de la relation maître-élève. Il y a d'ailleurs un livre sur le sujet, mais il est très dur à avoir et je l'ai quelque part. Très basiquement, voilà ce qui se passe. Vous allez à un café, vous asseyez à un café, vous choisissez une victime, une personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas. La seule chose que vous allez faire, préparer le travail, c'est de faire en sorte que la personne ait capté votre présence lorsque vous êtes arrivé. Ça veut dire être bien droit, conserver une bonne posture, vraiment avoir de la présence. Et puis vous rentrez dans ce café, et puis vous asseyez. Et ensuite vous laissez fondre dans l'ambiance générale du café. Tout le monde oublie que vous êtes là. Et donc dès que vous avez choisi quelqu'un qui est là en train de, mettons, lire un journal avec un petit café et un petit croissant, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va travailler dans sa périphérie. Et donc à chaque fois que la personne va se mettre à boire son café, vous allez faire avec la même main, vous allez vous gratter le nez, vous allez ajuster les lunettes. S'il se gratte l'arrière, eh bien tu pourrais avoir un étirement. Un étirement, vous allez mettre la main derrière la tête. Et en fait, il s'agit d'imiter les actions. Et subconsciemment, dans la périphérie de sa vision, elle va voir, elle est en train de vous observer. Elle ne le prend pas pour autant dans sa conscience, sinon elle risquerait de trouver ça très gênant. Et donc si elle fait ça avec sa main, vous allez faire ça aussi. C'est pas aussi évident, vous allez, mettons, vous toucher la barre. Et après bien 20 minutes, ça va être à vous de faire le mouvement. Et si vous avez fait le travail comme il faut, c'est la personne qui risque de vous imiter. Vous allez changer de main et prendre le café avec l'autre main et l'observer faire la même chose. Et à ce moment-là, il est très facile de réaliser que l'exercice fonctionne. On a établi le miroir noir. Et maintenant, on peut commencer à s'assoupir. On prétend de s'assoupir. On fait comme si on allait s'endormir. Et quand la personne, et donc quand ce sujet, elle aussi, est sur le point de s'endormir, elle se fatigue, eh bien, il va falloir la mettre dans cette position. Dans cette position, aller derrière le sujet et lui dire « Passe une super journée et tu as ma bénédiction. Et je te remercie beaucoup pour avoir payé pour mon café et mon croissant. » Et ils le font. Ils vont payer pour votre café, votre croissant. Et ils n'auront souvent aucune mémoire de l'avoir fait. Et ça marche
et ça marche à tous les coups. Et donc c'est cet exercice où on apprend vraiment à prendre un contrôle à distance. Alors évidemment, il y a plein de questions qui arrivent lorsqu'on a vécu ça. Donc oui, il y a des questions évidentes d'éthique, et les questions de mécanique, comment ça fonctionne. Par exemple, à quel degré de la périphérie de la personne faut se placer, parce que si on est derrière la personne, eh bien, elle ne verra plus. Donc plutôt du côté, en tout cas assez pour qu'elle puisse se tourner et vous voir en face, mais surtout assez pour qu'elle puisse vous voir dans sa périphérie. Oui, alors, Aleister Crowley peut le faire. Il peut le faire. Aleister Crowley le fait sans même avoir besoin de la vision périphérique, parce qu'il était extraordinairement bon à ça. Et alors il pouvait marcher derrière une personne dans la rue et rentrer dans une synchronisation parfaite avec la personne. Chaque pas, chaque mouvement de posture du corps, une imitation cellulaire de la personne. Et quand il prend le contrôle, quand il se rend compte qu'il a le contrôle, il ferait exprès de trébucher un petit peu. Et la personne en face trébucherait aussi, avec parfois l'inconvénient de ne pas réussir à se rattraper. Dans la culture populaire, ça ressemble au contrôle mental des Jedi. Et il y a eu des tests en laboratoire qui ont montré que, pas seulement dans la vision périphérique, même vraiment séparés, et parfois pas du tout proches, pour montrer que l'intention d'une personne pouvait modifier les intentions de cette autre personne. Et c'est pas avec des gens qui ont été entraînés à ça. Et on leur donne juste la consigne. Et la consigne, c'est par exemple de distraire la personne, d'effectuer une tâche. Et ça fait la différence. Et alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes en train d'établir un contact avec la personne, ou bien le contact a toujours été là? Oui, alors ça me relie, ça me fait penser à pourquoi est-ce qu'on n'est pas inondé d'informations tout le temps alors? Si on est un avec toute chose, eh bien on devrait être inondé d'informations, nos cerveaux devraient être surchargés. C'est le cas, et c'est précisément le point des mystiques. Et c'est là qu'arrive l'illumination. Vous ne pouvez pas connaître, comment dire, vous ne pouvez pas penser à quelque chose que vous ne connaissez pas déjà. Vous devez connaître quelque chose pour pouvoir... Et donc si vous vous asseyez tranquillement en méditation, vous pouvez observer ces connaissances se transformer en pensée. Il y a des exercices pour ça. Un exercice, par exemple, on fait le vide dans l'esprit. Il faut qu'il n'y ait plus rien qui s'y passe. Et ça arrive à des moments très courts. Et dans votre esprit, vous pensez à compter 1, 2, 3, et vous observez les idées qui arrivent, les idées du 1, du 2, du 3, les images du 1, du 2, du 3. Et vous observez apparaître ces numéros dans votre esprit. Et donc l'exercice devient, au fur et à mesure, de trouver ces numéros, 1, 2, 3, avant même qu'ils se manifestent dans l'esprit, dans la pensée. La connaissance avant que ça se transforme en pensée. Et donc c'est un perfectionnement de notre conscience intime, de notre vue intérieure, notre vision intérieure. On peut dire le troisième œil, par manque de mots. Et donc on apprend vraiment à dissocier la connaissance de la pensée. Et il y a une grosse différence. Et lorsqu'on commence à entrer dans la vie depuis cette connaissance, eh bien on réalise que toutes les choses qui n'ont jamais existé, c'est dur à mettre en mots. Toutes les choses que la conscience a déjà été, dans la forme, en tant que forme physique, toute forme physique où l'esprit a été à l'intérieur et à l'extérieur, est rentré et en est sorti, que vous appelez ça esprit ou âme ou quoi que ce soit, eh bien ça retient des connaissances, pas du savoir. Le savoir, c'est différent. Ça retient la connaissance. Et ça retient la connaissance de toute chose qu'elle n'a jamais été. Et elle a envie de savoir ce qu'elle est, au fond. Elle est en train de se découvrir et d'apprendre à propos d'elle-même. Donc elle retient après ce savoir. La pensée, c'est purement pour la matière, c'est purement pour le cerveau. Et comme vous le savez, si vous quittez le corps, eh bien, vous ne prenez pas votre contenu de cerveau avec vous. Là, on n'a plus le choix, en fait. On prend
la vie depuis les connaissances. Parce que de toute façon, on n'a plus le cerveau pour transformer ces connaissances en des images auxquelles on va croire et auxquelles on va se cantonner. Et donc, c'est ça, et quand on arrive à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui peut se lire, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre, c'est quelque chose qui doit se devenir.